Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Ex-Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, vous ne vous êtes pas exprimé ces derniers temps, malgré une actualité nationale et internationale très chargée. C'est l'occasion donc de vous entendre sur différents sujets, notamment Manuel Valls, et tout d'abord évidemment sur le risque d'une guerre régionale au Proche-Orient, alors qu'une incursion terrestre localisée a démarré au Liban. La France exhorte Israël à s'abstenir de toute opération terrestre dans le pays du Cèdre. Comment vous jugez la position française? Est-elle équilibrée ou bien c'est le droit d'Israël à se défendre? Je suis gêné dans les déclarations du président de la République et de la diplomatie française par une forme d'équidistance entre le Hezbollah, une organisation terroriste, et Israël, un État démocratique qui a le devoir, le droit de se défendre. Je crois qu'il faut bien comprendre ce que représente le 7 octobre, ces attaques effrayantes, terroristes. Nous rappelons toujours qu'il y a une centaine d'otages dans la bande de Gaza, dont 2 de nos compatriotes. Il faut comprendre ce que cela représente en termes de basculement pour Israël, pour la région, pour nous-mêmes, à propos notamment de la menace que représente l'islamisme pour nos valeurs universelles et démocratiques. Et donc il faut comprendre que pour Israël, le temps où ce pays était menacé, bombardé, attaqué, est terminé. Et Israël, il faut le comprendre, et soutenir ce pays, ne peut pas accepter qu'au sud et au nord, des organisations terroristes attaquent ses citoyens, les empêchent de vivre tranquillement, les menacent des pires représailles et des pires massacres. Et le Hezbollah est une organisation terroriste que nous devons condamner, et nous devons d'une certaine manière nous réjouir qu'aujourd'hui, l'Iran, ses alliés, dont le Hezbollah ou le Hamas ou les Houthis du Yémen, sont en train de recevoir des coups très durs. D'une certaine manière, Israël est en première ligne et se bat aussi pour nous. Vous estimez, à vous entendre, Manuel Valls, que c'est de la légitime défense de la part d'Israël. On va y revenir, mais pourquoi alors cette position timorée, voire davantage? Elle vous semble incompréhensible du Quai d'Orsay et plus largement du président de la République française? Moi, je peux comprendre la réaction, c'est aussi la mienne vis-à-vis des victimes civiles, vis-à-vis d'un pays ami comme le Liban, mais qui est fondamentalement, dans la durée, responsable de la situation du Liban, de ce pays pris en otage par le Hezbollah qui contrôle en grande partie la politique de ce pays. Le Hezbollah, dont il faut se rappeler aussi qu'il est au cœur du trafic de drogue mondial, un peu partout. Et évidemment, c'est l'Iran qui représente la menace la plus importante. Mais pour répondre franchement à votre question, je crois qu'on n'a pas bien compris quelles sont les évolutions au Proche et au Moyen-Orient depuis plusieurs décennies. Oui. Ce que représente... La diplomatie française n'aurait pas compris ce qui est en jeu au Proche-Orient. On ne peut pas combattre, comme nous le faisons depuis des années, notamment depuis 2015, l'islamisme, qui vise les démocraties, qui nous vise, nous, très directement, et ne pas comprendre ce qui est en train de se passer au Proche et au Moyen-Orient. J'avais déjà souligné, il y a 3 ou 4 ans, combien je regrettais que l'Europe et la France ne soient pas plus en soutien d'Israël au moment des accords d'Abraham avec les grands pays arabes sunnites. Est-ce que c'est un soutien sans limite, dont le Maroc? Monsieur Manuel, apparemment... S'il y a une légitime défense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, quelles que soient les morts civiles, est-ce que vous les considérez comme des dommages collatéraux? Il y a toujours des limites, il y a le droit international, et puis il y a le temps de la guerre, bien évidemment, et puis il y a aussi le temps de la diplomatie, le temps du dialogue, le temps des solutions politiques. Il suffirait que le Hezbollah accepte, ça fait 1 an qu'il y a des négociations, à Paris notamment, avec les Israéliens, les Français, les Américains et les Libanais, pour l'application de la fameuse résolution 1701 qui oblige le Hezbollah à reculer d'une 30aine de kilomètres sur la marque, la frontière donnée par le fleuve Litanie. Donc, il y a des possibilités. Et puis, évidemment, à terme, il faut également trouver une solution à la question palestinienne. Mais face aux attaques subies par... c'est ce qu'on dit vous avez raison, monsieur Valls, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, la solution à 2 États. Et en ce moment, est-ce qu'on accepte tout ce qui est en train de se passer côté mort civile? Est-ce que vous dites, c'est ainsi, il y a ce droit à se défendre? Il y a ce droit à se défendre. La guerre est épouvantable, avec des milliers de civils touchés, mais je veux rappeler que la responsabilité majeure,
c'est celle du Hamas, c'est celle du Hezbollah, c'est celle de l'Iran. Et cela va être long, difficile, car il y a évidemment la question du nucléaire iranien, qui de toute façon est pour nous, quoi qu'il arrive, un sujet particulièrement lourd et important. Organisation terroriste, dites-vous, pour le Hezbollah. D'un mot, après l'élimination de Hassan Nasrallah, il y a eu une polémique autour de la manière dont ce chef a été décrit par le journal Le Monde comme un chef charismatique. Comment avez-vous réagi en lisant cet article en particulier ? Il y a toujours une fascination dans la classe politique, parmi les intellectuels, ou dans la presse de gauche ou progressiste, sur un certain nombre de leaders. Ça a toujours existé, une forme de fascination, de romantisme. Là, en l'occurrence, le chef d'une organisation terroriste, responsable d'une manière ou d'une autre de la mort de soldats américains et français, il y a quelques années, une organisation qui est au cœur du trafic de drogue, d'attentats dans le monde et en Europe, on ne peut pas avoir la moindre indulgence ou des larmes de crocodile vis-à-vis de ce personnage ou de cette organisation. Il faut être clair dans ces moments où se joue l'avenir, je crois, de ce que nous représentons en termes de civilisation. Sur le plan national à présent, Manuel Valls, la terrible affaire philippine a de nouveau fait ressurgir le sujet des fameuses OQTF et de leur non-exécution, et plus largement la question du séjour irrégulier sur notre sol. Bruno Retailleau veut justement rétablir le délit de séjour irrégulier, stoppé en décembre 2012 par la fameuse circulaire Valls. Il a raison ? Non, la circulaire Valls n'évoquait pas ce sujet, elle évoquait la question des sans-papiers. D'une certaine manière, 11 ans après, elle a été intégrée dans le... Moi, je ne suis, si vous voulez, jamais gêné par le fait qu'on puisse changer, y compris des choses que nous avons faites. C'était une erreur ou mises en place. Sans doute. Donc je ne suis pas gêné par le fait qu'on rétablisse ce délit. Mais... Et puis surtout, après un tel drame, je comprends l'émotion après la mort de cette jeune fille dans des circonstances épouvantables. J'étais très, très frappé, très marqué par la foule qui s'est rassemblée au moment des obsèques. Beaucoup de dignité. Beaucoup de dignité, et notamment de la part de la famille. Donc j'imagine, Monsieur le Premier ministre, pardonnez-moi, que ça vous a d'autant plus choqué quand l'hommage ou parfois la minute du silence a été perturbé dans certains endroits et territoires. Donc, moi j'en appelle, je sais que c'est difficile, à la dignité, la même de la famille, au respect des victimes. Il faut comprendre l'émotion de nos compatriotes. Et de l'autre côté aussi de la nuance, en tout cas de la responsabilité quand il s'agit de mettre en œuvre des politiques publiques qui doivent être efficaces. Je suis marqué comme citoyen, mais aussi comme homme, par le nombre de faits de violences faites aux femmes, de viols. Je pense évidemment, on parlait de dignité il y a un instant, à celle de Gisèle Pellicot, dans le cadre de ce procès effrayant des viols à son égard, le procès de Mazan. Je viens de voir sur vos bandeaux l'annonce du viol, d'une fillette de 4 ans. Donc cela veut dire aussi que dans le travail qui doit être fait par la police, la justice, la société contre ces viols, contre ces violences faites aux femmes, est une priorité. Il y a ce que vous dites, Manuel Valls, et il y a aussi le fait que c'était un étranger en situation irrégulière, donc la question des OQTF, et plus largement, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a eu des mots qui ont provoqué un tollé à gauche et dans une grande partie du camp macroniste. Il a affirmé que l'immigration n'est pas une chance, mais je voudrais citer le reste de la phrase, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français. L'immigration n'est pas une chance. Est-ce que vous auriez repris tel quel, vous, Manuel Valls, on connaît votre parcours et puis vos origines, une telle phrase? Là aussi, j'en appelle à la nuance, si vous permettez. Il y en a dans cette phrase? Pas trop. Il faut de la nuance. Mon parcours, né à Barcelone, Premier ministre de la France, votre parcours, celui de Nicolas Sarkozy, vous receviez hier, il le rappelait, un père hongrois, montre que la France est un pays merveilleux, qui offre sa chance à chacun de s'accomplir, y compris aux plus hautes responsabilités et à de beaux métiers. Donc il ne faut pas oublier cela, et ce qu'est la France pour les étrangers. Et ces étrangers peuvent représenter aussi une chance pour notre pays, à condition qu'ils acceptent la culture, la langue, les valeurs, les règles de notre pays. À condition donc, à vous entendre, d'être assimilés. Et moi je crois que la priorité aujourd'hui, là aussi je veux être direct, c'est l'assimilation
de tous ceux qui sont sur notre sol. C'est ça qui me paraît être la priorité. Et à votre micro, j'avais dit déjà il y a quelques mois qu'il fallait stopper l'immigration, qu'il fallait en tout cas une réflexion sur le type d'immigration que nous souhaitons. C'est pour cela qu'il faudra à terme un changement de la Constitution pour mettre en place ces quotas professionnels qui me paraissent indispensables. Mais face à l'immigration illégale, il faut être évidemment d'une très grande fermeté, d'une très grande intransigeance. Quand vous l'aviez dit vous-même, vous avez provoqué un tollé. Vous avez dit stop à l'immigration, ça avait provoqué des cris d'orfraie. Ici même, vous l'avez rappelé hier à votre place, Nicolas Sarkozy a affirmé que dès qu'on veut dire quelque chose sur l'immigration, a-t-il dit, on est accusé d'être entre Hitler et Laval. Oui, mais regardez ce que font les gouvernements danois, allemands. Nous sommes face à un sujet, Nicolas Sarkozy l'abordait hier, moi c'est un sujet que j'ai souvent abordé. Le grand défi de demain, c'est celui de la démographie, et notamment de l'Afrique. Ça devrait être la grande priorité de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous avons un nouveau Lampedusa. C'est aux Canaries. Des milliers de migrants arrivent aux Canaries. Avec un naufrage avec terrible une cinquantaine de morts. Oui. C'est souvent ces migrants, et notamment beaucoup de mineurs, sont évidemment envoyés sur le continent, en Espagne, et ils remontent ensuite, de manière illégale, vers nos pays. Donc là, nous avons besoin de pays qui mène une politique claire, nette, d'une Europe qui protège ses frontières. Voilà sur le plan européen, Manuel Valls, et sur le plan national. Est-ce que le ministre de l'Intérieur aura les moyens de ses ambitions, compte tenu de son duel ou de son duo avec le garde des Sceaux, Didier Migaud? Vous avez connu cette situation de tension avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Est-ce qu'on peut avancer dans le même sens quand il y a autant de différences entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux? Il faut éviter le jeu de rôle entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et ils doivent travailler ensemble. C'était d'ailleurs plutôt le cas entre Dupond-Moretti et Darmanin. Donc là aussi, il faut être clair, c'est au Premier ministre de trancher et de fixer une ligne claire avec les moyens nécessaires. Il y en a, je pense qu'on peut agir, notamment concernant les OQTF, les expulsions, une politique européenne qui là aussi soit claire et nette. Cela me paraît des grandes priorités. Si on veut répondre à l'attente des Français en matière de sécurité, d'autorité républicaine, mais aussi en matière de gestion des flux migratoires, il faut être très net et il faut des solutions nationales et européennes et méditerranéennes. Et en matière fiscale, tout à l'heure, 15h, le discours de politique générale du Premier ministre, vous l'avez connu 2 fois, Manuel Valls, vous avec le vote de confiance, circonstances très différentes aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu à la mode les lignes rouges en ce moment qui sont fixées pour le Premier ministre? Est-ce que vous dites que si la hausse d'impôts, même si c'est pour une certaine catégorie, est confirmée, c'est aussi une ligne rouge pour vous? Non, mais il faut arrêter la démagogie dans ce domaine-là comme dans bien d'autres. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, liée essentiellement à la décision incompréhensible, absurde, dangereuse de dissoudre, celle du président de la République. Dangereuse? Oui, parce que... Donc le président a mis notre pays en danger. Cela aboutit à une crise politique. C'est un fait. Crise de régime ou crise politique, Manuel Valls? Crise politique d'abord, inconnue sous la Ve République, dont la marque était jusqu'alors la stabilité. Et il faut faire attention, car cela peut aboutir, en effet, à une crise de régime. Monsieur Barnier, vos mots sont importants. Oui. Si Michel Barnier ne réussit pas, la suite, l'inconnu, ça peut être une crise de régime. Il y a une inconnue, donc il y a des crises possibles politiques et de régime. Nous nous retrouvons avec un président de la République particulièrement affaibli du fait de cette dissolution et parce qu'il ne peut pas se représenter. Il a perdu d'une certaine manière le feu sacré. Il ne pèse pas sur l'essentiel face au bouleversement du monde. Guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient, menace de l'islamisme. Et nous nous retrouvons forcément avec un gouvernement faible, fragile, qui peut être soumis à un crash sur le vote du budget et sous la menace d'ailleurs de motions de censure. Michel Barnier ne peut pas demander la confiance pour des raisons évidentes. Moi, je souhaite la réussite de Michel Barnier. Et j'espère que cet après-midi, il aura un discours clair. Car d'une certaine manière, il faut renouer un contrat avec les Français, contrat qui est aujourd'hui déchiré. Les Français, d'une certaine manière, pardon de l'expression, en ont marre de la politique et des politiques. Et donc, c'est autour de 4-5 grandes priorités: sécurité, immigration, redressement des comptes publics, lutte contre l'islamisme. C'est beaucoup pour un même homme, hein? Oui, mais c'est ça que les Français attendent. Sinon, crise de régime. Sinon, crise politique
Pourquoi ? Parce que nous irions d'élection en élection. Vous pensez que dans un an, les élections législatives régleraient le problème ? Avec qui sur le bouton, le doigt sur le bouton, Monsieur Manuel Valls ? Est-ce que vous considérez que Marine Le Pen est vraiment l'arbitre des élégants ? C'est qui lui a donné ce beau rôle ? Non, moi je suis là aussi plus nuancé. Je pense que la gauche a aussi une responsabilité parce qu'une motion de censure du RN a besoin des voix de la gauche. Une motion de censure de la gauche a besoin du RN. Donc tout le monde, d'une certaine manière, se tient. Il n'y a pas de surprise sur la gauche. Sur le budget, pas de démagogie. Nous savons qu'il faut maîtriser les dépenses publiques, qu'il faut baisser les dépenses publiques tout en gardant des priorités. Défense, sécurité, justice, nous l'avons évoqué, recherche et investissement, parce que ça me paraît être essentiel. Mais il faudra aussi des hausses d'impôts. Alors, elle peut être symbolique, ciblée, pour les grandes fortunes, pour les grandes entreprises, mais ne mentons pas aux Français. Il faut aussi, sans doute, si on veut soutenir nos services publics, c'est aussi une demande. Protéger, éduquer, soigner, les grands services publics qui aujourd'hui n'ont pas mal, demandent des moyens supplémentaires. Donc là aussi, il faudra peut-être augmenter la TVA, regarder les choses d'un peu plus près. C'est un langage de vérité. Et enfin, sur les retraites, ça pèse lourd dans le déficit. Là aussi, il faut un langage de vérité. Et nous savons qu'il faudra travailler plus longtemps et plus. Donc sur tous ces sujets-là, j'attends un langage de vérité si on veut retrouver le lien et la confiance avec nos compatriotes. À 15h, langage de vérité. Merci Manuel Valls. Vous avez été sollicité, langage de vérité pour le gouvernement ? Non, j'ai rencontré Michel Barnier. Moi, je suis toujours disponible pour aider le gouvernement. Mais honnêtement, ce gouvernement, et moi je crois que ça c'est une erreur, ressemble plus à un gouvernement un peu vintage, RPR, UDF, et n'a pas cette assise, cette unité nationale, cette assise politique et sociale qui aurait été nécessaire. À qui la faute ? À celui qui a dissous et à une gauche, notamment mon ancienne formation politique, qui n'a pas pris ses responsabilités. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve pourrait être Premier ministre et peut-être à la tête d'un gouvernement beaucoup plus large. Merci Manuel Valls. Merci à vous.